vraiment de faire le bilan d'une année, de revenir sur les recommandations, d'utiliser des thèmes qui nous sont importants pour que nous puissions en discuter et donner d'autres recommandations sur l'année. Donc c'est une réunion qui se fait en début d'année et ça nous permet de mieux rectifier le tir, d'améliorer nos stratégies. C'est pour cela que nous sommes très contents d'avoir cette réunion au mois de janvier et cela nous permettra vraiment de commencer une année sur de bonnes bases. Notamment, nous savons qu'en urgence, souvent il y a un problème de plateau technique. Et c'est pour ça que Monsieur le Président de la République nous a demandé de lui faire un plan d'urgence de relèvement du plateau technique. Plan sur lequel nous avons travaillé l'année dernière et que nous avons maintenant finalisé. Et nous allons voir quels sont les équipements qui manquent dans les structures et qui font que parfois des malades peuvent arriver, surtout en urgence, et ne pas pouvoir être pris en charge. La seconde chose, il y en a plusieurs initiatives qui ont été prises. D'autres initiatives que je citerai, c'est de pouvoir, d'avoir maintenant dans les hôpitaux un service d'accueil et d'urgence, parce que cela n'existait pas partout. Cela a été institutionnalisé pour vraiment pouvoir prendre en charge ce problème-là. Donc si vous allez dans la plupart des hôpitaux, maintenant vous avez un service d'accueil, vous avez aussi un bureau des usagers, comme à Le Dantec. Vous avez un service de réanimation, un service d'urgence à l'entrée, ce qui permet aux gens d'être pris en charge rapidement. Ce que nous avons également, c'est des équipements pour le transport des urgences. Vous avez vu récemment qu'on a parlé d'ambulances médicalisées. Nous sommes en train d'initier beaucoup d'initiatives, beaucoup de programmes en vue d'utiliser par exemple la télémédecine pour qu'on n'ait pas besoin d'évacuer les malades en permanence, mais qu'il suffit qu'il y ait une relation avec un hôpital de référence pour prendre en charge une personne sur le terrain. Nous avons le SAMU qui va être aussi décentralisé. Monsieur le professeur Bey, qui est le directeur du SAMU, a un plan et Thiès est déjà la première étape, etc., etc. Mais ce qui est le plus important, c'est que nous avons regroupé les différents acteurs et les différents groupes qui s'impliquent au niveau donc, de la prise en charge des malades. Nous avons commencé par les syndicats et nous avons dit qu'aujourd'hui, le problème de l'accueil est un problème aussi du personnel de santé et qu'il faut que les syndicats s'impliquent, parlent à leurs mandants pour que les choses changent. C'est un problème de comportement. Ils sont tous d'accord. Ils ont été réunis, que ce soit le SAMES, que ce soit le SUTSAS, que ce soit le SINTRAS, le SAS, etc. Ils étaient tous là. Et tous ont décidé vraiment de faire des réunions dans les structures, de prendre en charge ce problème. Nous avons également réuni les consommateurs. Donc, toutes les associations de consommateurs, 12, 13, elles étaient là, elles ont eu à prendre la parole, à parler de la charte du malade qu'on veut réactualiser et également du bureau des consommateurs au niveau des structures pour qu'ils puissent vraiment, que ces personnes puissent jouer leur rôle. Nous avons parlé aussi aux associations, des associations de sages-femmes, des associations d'infirmiers, d'assistants sociaux. Et nous avons maintenant rencontré les directeurs d'hôpital ainsi que les représentants des travailleurs pour qu'on puisse, et notamment des médecins, pour qu'on puisse aussi parler de ce problème. Donc il y a tout un processus qui est en cours et qui va être confié maintenant à la direction qui s'occupe de la qualité au niveau central, car nous pensons qu'il est important que ce problème soit réglé. Même si on n'a pas de moyens, qu'on puisse accueillir correctement un malade, qu'on puisse lui parler, qu'on puisse l'orienter d'une manière beaucoup plus aisée. Et j'oubliais que nous avons également un projet qui est vraiment en train d'être élaboré de régulation. Parce que vous avez entendu parler de ces malades qui ont fait le tour des hôpitaux. Et ça, aujourd'hui, avec un système de régulation qui serait sans doute organisé par le SAMU, on pourrait savoir quels sont les hôpitaux qui ont tel ou tel lit, quels sont les hôpitaux qui sont en train de désinfecter, comme c'était le cas
au niveau d'une structure, etc. Donc tout sera clair chaque jour pour que quand un malade arrive, s'il n'y a pas la compétence sur place, qu'on puisse savoir que dans tel hôpital, il y a effectivement des lits disponibles et les compétences sur place. Voilà, c'est pour vous dire que c'est un souci, mais nous sommes en train de travailler pour que ça... Il y en aura toujours. Dans tous les pays du monde, vous avez des problèmes, mais nous voulons vraiment en faire notre priorité et essayer de soulager les populations par rapport à ça. N'oubliez aussi que nous sommes un ministère de la Santé et de l'Action sociale. Donc à chaque fois que vous me posez des questions sur l'action sociale, je suis très contente parce que c'est vrai que c'est aussi une piste importante pour pouvoir toucher les populations vulnérables et les populations les plus pauvres. Donc la carte d'égalité des chances, c'est pour les personnes qui vivent avec un handicap. Et ces personnes, avec cette carte, pour le départ, pourront aller dans les structures sanitaires et être prises en charge gratuitement. Et nous reverserons tout cela dans le cadre aussi de la couverture maladie universelle. Mais ces personnes, nous pensons que, et cela c'est l'essence même de la loi qui nous a poussé à avoir ce décret sur la carte d'égalité des chances, c'est de pouvoir pas simplement avoir accès aux structures sanitaires, mais avoir accès aussi à l'éducation. C'est-à-dire qu'avec cette carte, les parents pourraient peut-être inscrire leurs enfants, avoir du matériel, être suivis d'une manière particulière, dans les transports aussi qu'il y ait un endroit pour les handicapés. Donc nous pensons à tout cela, c'est pour ça qu'il y aura incessamment un conseil interministériel où tous ces ministères seront conviés pour qu'on puisse voir maintenant quelle sera leur contribution à cette carte d'égalité des chances. Mais nous allons commencer par le secteur de la santé. Non, en réalité, les dépenses publiques, il y a des réformes qui sont en cours. Et vous savez qu'antérieurement, jusqu'à présent d'ailleurs, tout est géré au niveau du ministère des Finances. Dans le cadre d'une décentralisation et responsabilisation aussi des secteurs, il est prévu que ce soit les ministres sectoriels qui maintenant prennent en charge leur budget et soient ordonnateurs des dépenses. Mais c'est en cours. Ça ne va pas se faire maintenant. Sur cette année, ce sera sans doute pour 2016. Donc c'est des nous. Et il faudra maintenant des points focaux, des chefs de projet qui seront dans les ministères. Et cela est toute une réforme au plan du financement du budget national. Et ce ne sera pas que le ministère de la Santé qui sera concerné. Il y a déjà d'ailleurs le ministère de la Justice qui a été pris et de l'Environnement, deux ministères qui avaient été pris comme pilote. Et donc il faut apprendre de tout ça avant de pouvoir généraliser. Mais en général, vous ne verrez jamais des professeurs, des seniors prendre des gardes. Ils sont d'astreinte, c'est-à-dire que s'il y a un problème, on les appelle. C'est ça la norme. Il se trouve que le problème qui est posé, parce qu'il a été souvent posé, c'est qu'aujourd'hui au Sénégal, il y a eu une formation pendant plusieurs années qui était coûteuse pour la spécialisation et qui a fait que c'est surtout des boursiers étrangers qui venaient au Sénégal se former. Le Sénégal a formé des spécialistes dans tous les domaines et pour tous les pays d'Afrique. Mais les Sénégalais en tant que tels, à part la filière de l'internat qui vous permet de devenir spécialiste et enseignant, peut-être plus tard professeur à l'université, la spécialisation, le diplôme de spécialisation étant trop coûteux, pour le Sénégalais vraiment moyen et même pauvre, que beaucoup ne s'inscrivaient pas, allaient tout de suite travailler. Ils étaient dans les cliniques, ils sont ailleurs, ils sont dans la fonction publique. Ils auraient voulu se spécialiser, mais ils restent médecins généralistes. Alors, ce que nous avons fait quand nous sommes arrivés, c'est d'abord d'octroyer des bourses aux Sénégalais. Et pas en donner 2, 3 ou 5, mais aujourd'hui, on a pratiquement 200 boursiers sénégalais dans toutes les spécialités. Ces boursiers vont être en formation pendant 4 à 5 ans. Ce qui fait que nous avons pris sur nous de vraiment appuyer cette formation-là de spécialistes sénégalais, mais les effets ne se verront que dans 3 à 4 ans.
C'est vrai que cette année, nous avons été contents de voir qu'il y avait 8 gynécologues sénégalais qui sont sortis et que nous sommes en train d'affecter dans les régions. Parce que vous avez des régions où vous n'avez pas de gynécologue ou des régions où vous avez un gynécologue. C'est le cas de Kolda, vous avez suivi le problème qui s'est passé là-bas. Quand vous avez un gynécologue qui travaille 24 heures sur 24, à coup sûr, vous aurez des problèmes un jour. Donc, par exemple, dans cette région, nous avons renforcé avec un autre gynécologue. Mais il faut les avoir sur la main pour pouvoir le faire. Donc, c'est des choses qui sont en cours. Moi, j'insisterai maintenant sur ce que l'un des intervenants a dit quand il a parlé d'engagement décennal. Il faut également que ces personnes à qui on donne des bourses et qui sont formées, même si la bourse n'est pas immense, mais qu'on puisse aussi au bout les avoir dans notre système public de santé. Donc ça, je pense que ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons, mais il fallait d'abord avoir ces Sénégalais et qu'ils acceptent vraiment de pouvoir faire la spécialisation, d'être appuyés un peu, parce que les bourses aussi de 150 000 francs, ce n'est pas énorme, mais c'est une bourse. Et c'est important de dire que quelque part, l'État a fait beaucoup d'efforts dans ce domaine-là. Nous avons été en Guinée, puisque j'étais chef de délégation par rapport à cette mission qui avait été envoyée par Monsieur le Président de la République, et nous avons remis un message à Monsieur le Président de la République de Guinée. Dans ce message et dans la discussion qui a eu lieu, nous avons dit que le problème de l'ouverture des frontières est un problème réel. Nous savons qu'on ne peut pas fermer des frontières indéfiniment, mais nous voulons aussi réouvrir des frontières dans de bonnes conditions et avec le maximum de sécurité pour les Sénégalais. C'est ça. C'était ça la discussion. Monsieur le Président de la République de Guinée a adhéré vraiment au message de Monsieur le Président de la République et a demandé que nous puissions discuter entre ministres, parce qu'il y avait 5 ministres du Sénégal et de l'autre côté, il y avait à peu près 7 ministres. C'est dire que c'était une rencontre de haut niveau, avec des experts. Et toute la journée, donc ça a été une discussion autour de comment le faire, etc. Nous avons discuté de beaucoup de choses, mais nous avons pensé que la meilleure des stratégies était de se retrouver au niveau de la frontière et de parler de choses concrètes et réalistes. Et c'est pour cela qu'il avait été prévu, quand nous sommes partis là-bas, de faire une réunion à peu près une semaine après, au niveau de la frontière, donc au niveau de Kalifourou, le 6. Mais les autorités guinéennes ont eu un contretemps et nous ont demandé de repousser la rencontre. Ce qui fait que nous pensons avoir la rencontre peut-être la semaine prochaine, parce que leur idée était de le faire aujourd'hui, et nous-mêmes nous avons dit que nous aussi nous avions une contrainte. Et donc nous nous retrouverons la semaine prochaine en experts. C'est les experts qui vont aller à la frontière, qui vont regarder les choses, voir comment ça doit se passer. Des idées comme avoir un manifeste dans chaque voiture avec le nom des personnes, leurs adresses, etc., leur numéro de téléphone. Quand les gens arrivent, avec un filtre au niveau de la frontière guinéenne d'abord, avant même qu'ils arrivent au niveau de notre frontière. Mais également le screening comme on fait à l'aéroport, thermoflash et tout ce qu'il faut. Et enfin, ce qui est le plus important, c'est une collaboration entre la Guinée et le Sénégal au plan de la surveillance, notamment des contacts. Parce que quelqu'un, ça a été notre problème, quelqu'un qui est contact d'un malade ou d'une personne décédée, mais qui prend un car et qui vient au Sénégal, elle peut passer au Sénégal sans avoir de fièvre, parce qu'il y a la période d'incubation. Ce qui fait que les autorités guinéennes vont collaborer aussi et donner la liste des contacts, et particulièrement de ceux qui disparaissent ou des choses comme ça. Donc, ces noms-là seront à la frontière, et toutes les personnes qui passeront vraiment seront vues d'une manière très approfondie. Je ne peux pas aller plus loin, puisque la réunion n'a pas encore eu lieu, mais nous nous préparons, les autorités notamment du ministère de l'Intérieur, des forces armées, la gendarmerie, tout le monde est vraiment à pied d'œuvre, parce que comme on l'a dit, d'abord la sécurité du peuple sénégalais.
je peux rappeler d'ailleurs ce que le président de la Guinée a eu à dire, qu'il n'aimerait pas, et vraiment ce serait son vœu, il ne voudrait pas qu'un jour on puisse dire qu'il y a eu un autre cas au Sénégal à cause de la Guinée. Donc c'est l'état d'esprit dans lequel nous travaillons aujourd'hui et on prendra le temps qu'il faut pour le faire. Depuis un an, vous avez sans doute suivi le bilan qui a été fait et qui a montré qu'il y avait beaucoup d'avancées, mais que ces avancées-là, si nous voulons aller à 75% en 2017 et si nous voulons consolider cela pendant les années qui vont suivre, il nous faut peut-être un système de gouvernance beaucoup plus important qu'une cellule au niveau d'un ministère. La cellule a à peu près une quinzaine de personnes, 12 à 15 personnes, qui font un travail extraordinaire, qui sont tout le temps sur le terrain, qui se battent tous les jours, qui ont permis de toucher, ne serait-ce que pour la couverture, la gratuité chez les enfants de moins de 5 ans, 1 million d'enfants, qui ont permis aux familles de ne pas payer pour les vaccinations pour 250 000 enfants, qui ont augmenté le nombre des mutuelles de santé, mais c'est au niveau des départements qui étaient pilotes, donc les 14 départements. Maintenant, si on veut aller à l'échelle sur tout le pays, ce n'est pas avec une cellule qu'on va le faire. L'agence permettra non seulement d'avoir un système avec un service financier qui contrôle les mutuelles de santé, les tarifs, etc. Ça, c'est un travail de professionnel avec des personnes qui auront des profils qu'on ne prendra pas obligatoirement en interne, mais aussi à l'extérieur. C'est également la possibilité d'aller à une plus large échelle pour pouvoir toucher beaucoup plus de départements, toutes les régions. Et cela, ça ne peut se faire qu'avec, pour nous, une agence, mais qui dépend du ministère de la Santé. C'est pour cela, d'ailleurs, que dans le cadre de la continuité, la personne qui a été nommée comme directeur général était une personne qui nous vient un peu du système international, privé, de la société civile, donc une personne qui a un profil assez intéressant, qui a beaucoup travaillé sur la couverture maladie universelle, notamment au niveau du Ghana, du Rwanda, et supervisé beaucoup d'actions au niveau de différents pays. Et nous avons, avec vraiment le président de la République, a bien compris qu'il fallait malgré tout une continuité. Et c'est pour ça qu'il a nommé aussi le professeur Seydou Badiane, qui était le coordonnateur de la CMU, président du conseil d'administration de la CMU. Donc ça permet une continuité, mais également un renforcement et vraiment plus d'efficience pour que la couverture maladie universelle soit vraiment mieux perçue par les populations, une meilleure communication, plus de réflexion sur le financement de la CMU, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, nous pourrons le faire et le ministère de la Santé est très content d'avoir ce genre d'outils pour mener à bien et accélérer le processus.